Imaginons un instant la scène, on se réveille un matin et le prix du baril de pétrole a franchi la barre des 200 $. Ah ouais, le cauchemar absolu. C'est ça, l'essence devient un produit de luxe complètement inaccessible, les cargos qui transportent la nourriture restent à quai, les chaînes d'approvisionnement se figent, et soudain, les supermarchés se vident en quelques jours. C'est un scénario de film catastrophe, en fait. Totalement. Et pour quiconque observe les infos aujourd'hui, on a l'impression que le monde traverse juste une mauvaise passe. Un chaos un peu aléatoire, avec de l'inflation, des tensions. Mais le dossier qu'on ouvre aujourd'hui propose une grille de lecture assez terrifiante. Ouais, une lecture qui dit que ce chaos n'aurait absolument rien d'accidentel, c'est ça? Exactement. Et si on assistait en direct à une démolition contrôlée de l'ordre mondial? C'est une perspective qui donne vraiment le vertige. Pour contextualiser, le matériel qu'on décortique aujourd'hui, ça repose sur la transcription d'un très long entretien avec un historien et professeur, couplé à des notes d'analyse géopolitique super denses. Très dense, ouais. Et le postulat de base, c'est que la fin de notre monde actuel et la naissance de ce qu'ils appellent un nouvel ordre mondial, ça suit un plan très précis. Alors, avant de plonger là-dedans, faut vraiment qu'on fasse une pause. C'est impératif de poser un cadre strict pour notre auditoire. Oui, c'est indispensable. Ce dont on va discuter touche à des théories qui sont hautement politisées, souvent très polarisantes, et qui s'enfoncent même profondément dans des croyances religieuses et apocalyptiques. Donc notre démarche ici, elle est purement analytique. Tout à fait. On prend aucun parti. Zéro, on ne valide pas ces thèses, on ne soutient pas ces visions du monde. La mission de cette plongée au cœur de nos sources, c'est d'examiner objectivement l'architecture de cette théorie pour en comprendre la logique interne. En gros, on observe le plan de l'édifice, mais on ne le cautionne pas. C'est une précaution vitale, ouais, parce que les idées avancées par cette source, elles ont vraiment de quoi bousculer nos certitudes. Pour comprendre la mécanique de ce grand bouleversement, le dossier nous invite d'abord à braquer les projecteurs sur le point d'initiation actuel. Le Moyen-Orient, du coup. Exactement. Le Moyen-Orient. C'est pas juste un conflit régional de plus, tu vois. Selon l'analyse, c'est l'étincelle qui est destinée à faire exploser le moteur même de l'économie mondiale. Ce qui me frappe là-dedans, c'est l'idée que ce conflit avec l'Iran, il est carrément conçu pour ne pas avoir de fin diplomatique. L'assassinat d'Ali Larijani est cité comme un point de non-retour, en fait. Ouais, parce qu'apparemment, c'était lui le diplomate pragmatique, l'homme des négociations possibles. Voilà. Et avec sa disparition, la porte de sortie est verrouillée. On entre dans une guerre d'usure totale, un peu comme ce qu'on voit en Ukraine, mais avec des conséquences économiques mondiales bien plus dévastatrices. Et la logique derrière cette guerre d'usure, du point de vue iranien, telle que la source le décrit, c'est une logique purement asymétrique. L'objectif, c'est pas du tout de remporter des batailles territoriales classiques. C'est quoi alors? L'asphyxie. Exactement, l'asphyxie. En maintenant une instabilité permanente dans la région, la stratégie, c'est de pousser le prix du pétrole à ces fameux 200 $ le baril. Et c'est là qu'il faut bien comprendre le mécanisme pour ceux qui nous écoutent. L'économie mondiale, c'est comme un moteur gigantesque et ultra complexe. Et l'énergie bon marché, c'est l'huile de ce moteur. C'est une super analogie. À 200 $ le baril, on retire littéralement l'huile. Donc le moteur, il fait pas juste ralentir, il se grippe de l'intérieur. La friction détruit les pièces et tout le système se disloque. Et les premières victimes collatérales de cette friction, elles se trouvent juste à côté. Le dossier pointe du doigt les pays du Conseil de coopération du Golfe, le CCG. Genre Dubaï, ce genre d'endroit. Ouais, voilà, Dubaï, les Émirats, ils ont bâti cette immense illusion, un vrai mirage d'havre de paix cosmopolite, des refuges ultra sécurisés pour les capitaux du monde entier. Sauf que sans sécurité. Mais voilà, avec juste quelques frappes de drones ou de l'insécurité maritime, cette image de forteresse invulnérable, elle vole en éclats. Le mirage s'évapore du jour au lendemain. En lisant ça, j'ai tout de suite pensé à la Chine, moi. Ah oui, logiquement. Bah oui, la Chine importe presque 40% de son énergie de cette région. Son économie entière repose sur la stabilité de ses routes pour faire tourner ses usines. Du coup, pourquoi une superpuissance pareille elle n'intervient pas pour taper du poing sur la table et imposer la paix? C'est l'un des paradoxes les plus fascinants soulevés par l'historien en fait. La Chine n'a tout simplement pas l'ADN géopolitique pour faire ça. C'est-à-dire? Son cadre de pensée, il est presque exclusivement commercial. Contrairement aux Américains, Pékin ne sait pas du tout comment projeter une force militaire pour jouer les arbitres de la paix à l'étranger. D'accord, ils vendent des trucs, ils font pas la police. C'est ça. Les Chinois ont été les plus grands bénéficiaires silencieux de la police mondiale américaine. Mais face à l'effondrement de cette sécurité, ils sont conceptuellement
et militairement paralysés. Ce qui nous amène à l'effet domino le plus critique de tout le dossier, la mort du pétrodollar. L'analyse dit que si les États-Unis s'épuisent dans cette guerre intenable et se retirent de la région, les pays du Golfe se retrouvent sans parapluie sécuritaire. Et donc, pour survivre, ils devront se tourner vers l'Iran. Voilà. Et en échange de cette sécurité, ils ont abandonné le système du pétrodollar. Faut qu'on s'arrête là-dessus 2 secondes. On entend souvent ce mot pétrodollar, mais concrètement, comment ça marche? Et pourquoi c'est une condamnation à mort pour l'économie américaine? En gros, le mécanisme du pétrodollar, c'est la clé de voûte de la puissance américaine depuis les années 70. Pour faire simple, l'Arabie saoudite et l'OPEP ont accepté de vendre leur pétrole exclusivement en dollars américains. Exclusivement. Donc pas le choix. Aucun. Ça veut dire que n'importe quel pays dans le monde, que ce soit la France, le Japon, le Brésil, doit obligatoirement posséder d'immenses réserves de dollars pour acheter son énergie. Ce qui crée une demande mondiale artificielle et permanente pour la monnaie américaine, c'est ça? Exactement. C'est ce qui permet aux États-Unis d'imprimer de l'argent presque sans limite, sans se taper l'hyperinflation que connaîtrait n'importe quel autre pays. D'accord, parce que le reste du monde est obligé d'absorber ces dollars. Ouais. Cet argent du pétrole, il est ensuite recyclé, réinvesti dans la dette américaine. Mais, et c'est là que ça coince, si le pétrole commence à se vendre en yuan, en roubles ou en or, cette demande forcée pour le dollar, elle disparaît d'un coup. Oui. Et la source, elle qualifie carrément le système financier américain de gigantesque chaîne de Ponzi. Une chaîne qui soutient aujourd'hui un truc comme 39 000 milliards de dollars de dette publique. 39 000 milliards. C'est inimaginable. Donc, sans le pétrodollar, pour éponger tout ça, le statut du dollar comme monnaie de réserve s'effondre. Et ça entraîne une crise économique d'une violence inouïe aux États-Unis, ouais. Si on suit cette logique, le parapluie sécuritaire et financier américain disparaît. La grande mondialisation heureuse s'arrête net. Face à ce vide énorme, comment les nations vont-elles physiquement s'organiser pour pas juste disparaître? L'auteur identifie 3 grandes tendances brutales qui vont complètement redessiner la planète. Et la première, c'est une désindustrialisation massive. Et le terme désindustrialisation me paraît presque trop poli pour décrire ce que le document anticipe. On parle d'un exode forcé, en fait. Tout à fait. Le raisonnement, c'est que les mégalopoles modernes de 10 ou 20 millions d'habitants, ce sont des miracles logistiques. Et ça tient que grâce au diesel bon marché. Bah oui, c'est ce carburant qui permet aux milliers de camions d'acheminer la nourriture chaque jour dans ces immenses grilles de béton où rien ne pousse. C'est glaçant quand on y pense, non? Sans carburant abordable, le supermarché de centre-ville, il n'existe plus. C'est juste de la physique de base. Exactement. Et la source affirme que l'impossibilité de nourrir ces populations urbaines, ça va forcer un retour massif vers les campagnes. Les gens vont devoir se rapprocher des bassins agricoles, travailler la terre pour assurer leur propre survie alimentaire. On parle d'une régression vers un modèle pré-industriel. C'est fou. Et la deuxième tendance est tout aussi radicale, c'est la remilitarisation. Sans la police américaine, chaque nation redevient responsable de sa propre survie face à ses voisins. Ouais, et là-dessus, le professeur interrogé fait une prédiction super étonnante sur l'Asie. Il balaye carrément la Chine et la Corée du Sud et il parie tout sur le Japon. Ce qui est dingue, parce que sur le papier, le Japon ressemble un peu à un pays en fin de course, non? La population vieillit à vue d'œil, il y a 0 ressources naturelles sur l'archipel, et la dette est astronomique. L'équation semble impossible, je suis d'accord, mais l'historien regarde au-delà des stats immédiates. Il se concentre sur l'ADN culturel, sur la résilience historique des Japonais. Ah, genre face aux menaces existentielles du passé? Voilà, ils ont un passif impressionnant. Ils ont repoussé les invasions mongoles 2 fois. Au XIXe siècle, face à la menace occidentale, ils ont orchestré la restauration Meiji. Ils ont transformé une société féodale en puissance industrielle en quelques décennies. Sans parler de 1945. Ils ont reconstruit un pays prospère sur des cendres radioactives. C'est ça. C'est leur capacité à serrer les rangs face à l'apocalypse. À l'inverse, l'analyse détruit complètement la Corée du Sud. Pas seulement à cause de la géographie, avec Séoul à 30 minutes de l'artillerie nord-coréenne. Non, c'est surtout un effondrement de l'intérieur. Le texte souligne que le système économique sud-coréen est tellement sclérosé par les monopoles des grands conglomérats, les fameux chaebols, que la compétition pour survivre y est devenue invivable. Ouais, les jeunes sont broyés par la pression. Ils refusent de fonder une famille, le taux de natalité est désastreux. En gros, l'incitation même à prolonger la société, elle a disparu. Exact. Et pour clore ce triptyque, la 3e tendance mondiale selon la source, ce sera le mercantilisme. Le protectionnisme féroce, quoi. Ouais, fini le libre-échange. Pour survivre, les nations vont devoir sécuriser leurs propres blocs régionaux. Et ça conduit l'analyse à une conclusion assez brutale pour l'Amérique du Nord.
Brutal, c'est le mot. Le document suggère que les États-Unis, pour maintenir leur forteresse continentale, vont devoir, géopolitiquement parlant, absorber le Canada et le Mexique. Rien que ça. Attends, quand on lit « absorber », on imagine tout de suite une invasion militaire avec des chars qui franchissent la frontière canadienne. C'est vraiment le scénario envisagé? Non, pas sous la forme d'une guerre de conquête théâtrale à l'ancienne. L'auteur parle plutôt d'une intégration par la force des choses, d'une coercition économique absolue. Donc, pas le choix. C'est ça. Dans un monde où le commerce mondial s'est arrêté, Washington perçoit le Canada comme une gigantesque réserve de matières premières vitales et le Mexique comme un vivier indispensable de main-d'œuvre. Et donc, il ferait quoi alors? Les États-Unis utiliseraient leur puissance pour imposer des restructurations institutionnelles. Le Canada et le Mexique perdraient toute souveraineté réelle pour devenir de simples extensions fonctionnelles de la forteresse américaine, par le chantage économique, la pression et, si nécessaire, de la force très ciblée. Ok, donc on a le portrait d'un monde où l'économie étouffe et où chacun construit des murs. Mais dans ce grand échiquier, si on revient au chaos initial, au Moyen-Orient, à qui profite réellement le crime? C'est la grande question. Et c'est là que l'analyse entre dans ce qu'elle appelle l'ombre du temple. Et je refais une pause indispensable pour notre auditoire. On plonge maintenant dans des interprétations religieuses, eschatologiques et des théories conspirationnistes qui sont relayées par la source. Oui, on rappelle qu'on n'endosse absolument pas ces visions. Tout à fait. L'idée, c'est juste d'examiner comment certains acteurs justifiaient leurs actions, pas de dire que ce récit est la vérité. Alors, le dossier identifie clairement Israël comme le grand bénéficiaire espéré de cette déstabilisation, avec en toile de fond le projet de la Grande Israël. Une expansion territoriale de l'Égypte à l'Irak, c'est bien ça, hein? C'est ça. Et la manœuvre diplomatique consisterait à piéger les États-Unis. En les forçant à s'engager dans un conflit régional ingagnable, on s'assure qu'ils finissent par s'épuiser et quitter la région, laissant la place vide pour une nouvelle puissance hégémonique locale. Ce qui est glaçant dans ces notes, c'est que les motivations échappent totalement à la rationalité géopolitique classique, genre les territoires, les ressources. On bascule dans la fièvre eschatologique, la fin des temps. Oui, le texte parle de factions très puissantes, notamment des sionistes chrétiens aux États-Unis. On cite l'organisation du pasteur John Hagee et ses 7 millions de membres, ainsi que certains mouvements extrémistes juifs. Qui voient ce conflit comme un impératif divin, c'est ça? Exactement. C'est un changement de paradigme fondamental. Ces groupes ne cherchent pas à éviter le pire, en fait, ils l'appellent de leur vœu. Le chaos est perçu comme une condition préalable pour forcer l'intervention divine et provoquer l'arrivée ou le retour du Messie. Le document mentionne d'ailleurs la bataille de Gog et Magog. C'est quoi concrètement dans ce contexte? Dans l'eschatologie biblique, Gog et Magog représentent l'affrontement apocalyptique ultime. C'est la grande guerre de la fin des temps, une coalition de nations qui s'abat sur la Terre sainte. Ok. Pour ceux qui lisent ces textes de façon littérale, déclencher cet affrontement, c'est le seul moyen d'accomplir la prophétie et de purger le monde pour instaurer un royaume divin. Autrement dit, la dissuasion militaire classique, la peur de la destruction mutuelle, ça fonctionne plus du tout si le mec en face de toi attend littéralement la fin du monde avec impatience. Il y aurait un plan de démolition contrôlée de la mosquée Al-Aqsa, un des lieux les plus saints de l'islam à Jérusalem. Attends, une démolition de la mosquée Al-Aqsa? Comment il justifierait ça? Selon le texte, des fouilles souterraines fragiliseraient délibérément le complexe. Son effondrement serait ensuite maquillé et mis sur le dos d'un soi-disant missile iranien qui aurait dévié de sa trajectoire. Le but étant d'embraser la région de manière irréversible pour reconstruire le troisième temple. Waouh! Et pour justifier l'ampleur d'une telle machination, l'historien va jusqu'à faire intervenir des forces de l'ombre multiséculaires. Le document tresse des liens entre les francs-maçons, les templiers et les jésuites. Oui, il affirme que ces groupes suivraient un plan occulte conçu sur plusieurs siècles. Attends, les templiers, hein. On passe d'une analyse macroéconomique ultra pragmatique sur la viabilité du pétrodollar au Da Vinci Code, là. C'est le sommet de la théorie du complot. Comment l'auteur justifie ce grand écart dans son argumentaire? C'est effectivement là que la source bascule dans la spéculation la plus extrême. En fait, l'auteur essaie de trouver un fil conducteur unifié à des événements disparates. Parce qu'il pense que des politiciens normaux peuvent pas coordonner ça? C'est exactement ça. Le niveau de coordination mondiale pour orchestrer une telle démolition lui semble impossible pour de simples politiciens élus pour 4 ans. Donc il postule l'existence d'architectes agissant sur le temps long, à travers des sociétés secrètes. C'est sa façon de rationaliser l'irrationnel. Je vois. Et pendant que le Moyen-Orient brûle pour accomplir ses prophéties, que fait le monde occidental? Il se suicide.
C'est le dernier grand axe de notre analyse, la crise d'identité de l'Occident. Oui, et selon le dossier, les pays occidentaux ne subissent pas les crises sociétales, ils les organisent carrément de l'intérieur. La source cible surtout l'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord, en affirmant que les politiques d'immigration massive sont pas du tout le résultat de crises subies ou d'incompétences. Non, c'est présenté comme un outil délibéré, une ingénierie sociale pour remplacer les populations historiques et briser la cohésion culturelle. Le pronostic est super sombre, ça parle d'imminence de guerre civile ou de violences sectaires majeures en Europe. Et le sabordage ne s'arrête pas aux frontières physiques, il attaque aussi les fondations intellectuelles. Le rôle des élites et de l'université est disséqué avec une sacrée amertume dans le texte. Les institutions prestigieuses comme Harvard ou Yale sont accusées d'avoir volontairement jeté aux oubliettes les grands classiques. C'est ça. Platon, Homère, Dante, Shakespeare, ils sont marginalisés ou carrément supprimés des programmes. À la place, on met des idéologies de conformisme, notamment tout ce qui est DEI, diversité, équité, inclusion. Selon l'historien, c'est un processus d'effacement de la mémoire. Une civilisation qui apprend à ses propres élites à détester son héritage, elle peut plus se défendre culturellement. Et c'est là qu'il y a l'une des observations les plus ironiques du dossier. Le professeur qui témoigne enseigne en Chine, et il raconte que les étudiants chinois, eux, abordent Platon ou Shakespeare avec un respect presque religieux. C'est fou le contraste. Ouais, ils étudient ces textes pour y puiser des vérités fondamentales sur la nature humaine. Pendant ce temps, l'Occident, qui a accouché de ces génies, les diabolise et les efface. C'est un transfert culturel hallucinant. Pendant que l'Occident déconstruit son socle, l'Orient l'étudie avec une rigueur implacable. C'est pour comprendre les ressorts de la puissance, ouais. Mais tout ça, ça soulève une faille logique béante dans l'argumentaire. L'auteur répète tout le temps le terme de démolition contrôlée. Mais le contrôle implique un architecte. Quelqu'un doit appuyer sur le détonateur. Est-ce que le document donne des noms? Il identifie qui tire les ficelles de ce suicide culturel? Eh bien, c'est là l'angle mort avoué de cette théorie. Le dossier observe un schéma, une synchronicité terrifiante. Comment se fait-il que des pays si différents, du Canada à la France en passant par l'Australie, adoptent exactement les mêmes politiques d'effacement culturel au même moment en année? C'est la grande question, oui. L'historien constate les faits. Il décrit l'incendie de façon méticuleuse, mais il admet son impuissance absolue à nommer les pyromanes. L'architecte reste totalement invisible. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette plongée vertigineuse? Si on rassemble les pièces, la source nous dessine un avenir implacable. Le système mondial va se fracasser sur un baril de pétrole hors de prix. Le pétrodollar va mourir. L'humanité va devoir brutalement réapprendre à vivre localement, à retourner au champ. Avec l'érection de forteresses protectionnistes et des guerres justifiées par des prophéties anciennes. Ouais, Cette tempête. c'est ça. Du coup, pourquoi on devrait accorder de l'attention à ce scénario usuel? Même si on rejette les délires sur les Templiers, ce qui est la réaction saine à avoir, cette lecture force notre esprit critique. Elle rappelle à ceux qui nous écoutent que le prix de leur panier de courses est directement lié à la santé de la monnaie américaine, Qui dépend de la sécurité du Golfe. qui elle-même est suspendue à des idéologies religieuses millénaires. Les infos nous vendent des crises isolées, mais en fait, tout est une immense toile d'araignée. C'est le principe de la pensée systémique. Comprendre comment le manque d'énergie modifie la démographie, comment la géopolitique dicte l'économie et comment la culture détermine la résistance d'un peuple. C'est exactement ça. Et ça me laisse avec une pensée finale assez obsédante. Si l'Occident persiste à brûler son propre héritage, à chasser ses philosophes, et que dans le même temps la Chine devient le gardien passionné d'Homère et de Shakespeare, Ah, je vois où tu veux en venir. est-ce qu'il est possible que d'ici quelques décennies, la fameuse civilisation occidentale ne soit plus du tout une zone géographique? Est-ce qu'elle deviendrait simplement une philosophie en exil, préservée avec soin par ceux qu'on considérait comme nos plus grands rivaux? C'est une réflexion super puissante. Voilà une question qui mérite de nous faire réfléchir bien après avoir refermé ce dossier.